Bon, alors ici, nous allons présenter un IDS. Donc ça, c'est un IDS qui a été développé euh, chez nous. Au département, c'était en 2003. Et donc, il a été publié par la suite en 2004. C'est quelque chose, c'est un article qui existe sur le net. Euh, L'idée, c'était quoi? Dans le temps, on avait ce qu'on appelle un PDA. Un PDA, c'est quoi? Donc, un PDA, c'est Personal Digital Assistant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle communément dans le temps, c'était un pocket PC, c'est-à-dire un PC de poche. Donc, c'est à vrai dire à partir de ce PC de poche que par la suite, il y a eu la naissance des smartphones que vous connaissez actuellement. Donc, au préalable, il n'y avait pas de smartphone dans le temps. Donc, ce qu'il y avait, il y avait des PDA, et ces PDA-là, c'était des petits PC, donc on les appelle les pocket PC. Donc, c'est-à-dire c'est un PC que tu mets dans la poche. Et l'idée, c'était quoi? C'était de sécuriser ce pocket PC. Et c'est comme ça qu'on a pu développer ce qu'on appelle un IDS embarqué. Ça veut dire qu'on a embarqué l'IDS sur le Pocket PC. Alors, euh, il fallait concevoir ce Pocket PC, cet IDS qui convient au Pocket PC. Alors, naturellement, on a développé ce Pocket PC, euh, son IDS, en utilisant toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est il y a quelle est la méthode de collecte, quel est le mode de réponse qui est fait, quelles sont, je dirais, les méthodes d'analyse qui ont été réalisées. Donc, tous ces aspects-là, on a essayé de tenir compte de ces aspects-là pour pouvoir mettre en place l'IDS embarqué. Alors, au niveau de la collecte d'informations, regardez selon le schéma. Donc, vous avez la collecte d'informations qui se fait système hôte et réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tenu compte aussi bien des informations qui sont à l'intérieur du Pocket PC que des informations qui proviennent de l'extérieur. Et donc, ça nous permettra effectivement de réaliser les, euh, la collecte d'informations sur la base des journaux système. Donc, on arrive à avoir un audit système et on arrive à avoir la capture des paquets sur la carte réseau. Le Pocket PC, c'est un peu comme le smartphone actuellement. Il a un peu plus que le smartphone. Ça permettra de. Il a explicitement une carte réseau sans fil et il a aussi le port infrarouge. Et donc, on arrive à calculer, à prendre la main dessus et à récupérer les paquets d'informations, les paquets qui sont échangés grâce à ce programme de capture de paquets. Et par la suite, on a pu mettre en œuvre, comme vous le voyez ici, c'est un ensemble de composants qui tous vont contribuer à réaliser notre IDS. Alors, bien entendu, on a rajouté d'autres informations supplémentaires. Pourquoi? Parce que au niveau de l'IDS, on a rajouté des fonctionnalités supérieures, supplémentaires. Vous voyez qu'on a rajouté un module de cryptage et de décryptage. Ça, ce qui permet de préserver certains fichiers sensibles qui peuvent être cryptés au niveau du système. Et donc là, pourquoi? Parce que le Pocket PC, il a la même caractéristique que un smartphone. Donc, vous avez votre smartphone, vous pouvez l'oublier à tout moment. Il peut être volé à tout moment. Et donc, du coup, si le smartphone tombe dans, je dirais, la main de quelqu'un d'autre, automatiquement, on a pris un certain nombre de mesures qui permettent d'éviter à cette personne-là de pouvoir utiliser le Pocket PC. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des fonctionnalités de chiffrement et des fonctionnalités d'authentification qui sont utilisées. Donc, on va essayer de voir les, euh, euh, les différents éléments, comment ils fonctionnent. Donc, regardez, on avait dit qu'il y a un contrôleur d'intégrité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a au niveau de notre Pocket PC un ensemble de fichiers qui sont utilisés. Parmi ces fichiers-là, vous avez des fichiers qui sont relativement sensibles. Donc, ces fichiers sensibles, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, tout simplement, on a mis en œuvre une base de signatures qui est liée au fichier. Donc, on avait utilisé des fonctions de hachage, telles que SHA et MD5. Et on garde, concernant tous ces fichiers sensibles, on garde automatiquement les traces ou les empreintes de ces fichiers. Et périodiquement, ce qui se passe, on peut recalculer les empreintes ou les hachés de ces fichiers-là. Si on voit qu'il y a une différence entre le nouveau haché qui est calculé et le haché qui est sauvegardé dans la base des hachés, on dira qu'il y a une intrusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fichier-là, il a été modifié alors que son empreinte n'a pas été modifiée. Et donc là, ça veut dire qu'il y a eu une intrusion et qui a permis de changer son fichier sans qu'on le sache. Parce que dans un changement normal, ce qui se passe, on change de fichier, on calcule son empreinte et on stocke la nouvelle empreinte dans la base des empreintes. Et donc, ça, c'était un moyen qui nous permettait de contrôler, je dirais, l'usage des fichiers qui sont sensibles au niveau du PDA, c'est-à-dire du Pocket PC. Par exemple, parmi les je dirais, des fichiers qui ont été surveillés, c'était les fichiers de contact ou bien les fichiers des utilisateurs, parce que sur un Pocket PC, tu peux avoir plusieurs utilisateurs qui ouvrent une session. Donc, si tu as un Pocket PC partagé entre deux membres de la famille, etc., tu peux avoir deux comptes qui sont différents et qui permettent d'utiliser, je dirais, le même Pocket PC. Et donc, le fichier utilisateur est aussi sensible, c'est-à-dire on ne permet pas à n'importe qui de pouvoir le modifier, parce que sinon on va introduire un nouveau utilisateur qui peut être un intrus et donc qui va utiliser par la suite ce Pocket PC. Et donc ça, c'est pour le contrôle d'intégrité, c'est ce qui est fait. Donc il y a les empreintes d'une part qui sont faites, et ce qui permettra de, je dirais, de connaître l'intrusion ou le changement illégal de ces fichiers-là. Et de la même manière, on a mis en œuvre une base de virus. Et donc, à chaque fois, périodiquement, ça nous permettra de vérifier est-ce que ces fichiers ont été altérés ou pas. Et donc ça, ce qui nous permet d'assurer le contrôle d'intégrité des fichiers. Et donc, on est sûr que nos fichiers restent toujours intacts et ils ne sont pas altérés par des intrus ou des attaques, aussi bien internes que externes. La même chose pour le réseau. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il y a un filtrage de flux qui est fait. On a des règles de filtrage qui ont été mises en œuvre. Et par la suite, on a aussi la liste des adresses IP interdites. Donc, on fait la même chose, la même philosophie que le proxy, le filtrage proxy. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut décider en tant que propriétaire du PDA pour dire qu'il y a un certain nombre d'adresses IP qui sont interdites et vous ne leur permettez pas qu'il y ait un contact direct avec ces adresses. Et ça, sur cette base-là, et les règles de filtrage, vous avez tout le filtrage qui se fait, aussi bien je dirais, de liaison wireless ou bien de la liaison Ethernet filaire, c'est-à-dire parce que le Pocket PC, tu peux le connecter aussi avec une prise réseau sur un autre système. Et donc là, ça nous permettra de contrôler tout le flux qui est échangé entre votre PDA et son environnement externe. Alors, autre chose qui a été faite, c'est au niveau du module de droit d'accès. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une procédure qui est, à vrai dire, une procédure liée aux interruptions.
Donc, vous savez qu'à chaque fois que vous accédez à un fichier, à vrai dire, il y a une interruption de disque qui est déclenchée. Donc, on a pu mettre en œuvre justement cette interruption et la modifier légèrement. Et donc, automatiquement, ça, on l'a fait, pas pour tous les fichiers, mais on l'a fait principalement pour les fichiers sensibles. Et donc, à chaque fois qu'il y a un accès, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, automatiquement, regardez, dès qu'il y a une ouverture, ce qui se passe, affichage d'une boîte de dialogue d'authentification. Ça veut dire qu'on va demander l'authentification. Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez oublié votre PDA ou bien il a été changé, il a été volé, si quelqu'un veut rentrer dans un fichier sensible tel que les fichiers contacts, etc., dès qu'il va essayer d'ouvrir le fichier contact, ce qui se passe, il y a une fenêtre d'authentification qui est ouverte automatiquement. Donc, dans cette fenêtre d'authentification, il y a des questions qui sont posées à l'individu. Et donc, ça, quand on installe le système, la configuration du système, comment elle a été faite, c'est qu'il y a des questions personnelles qui sont posées à l'individu. Et donc, lui, il va répondre à ces questions personnelles. Et donc, ces questions-là personnelles qui sont, à vrai dire, cryptées et sauvegardées dans le système. Et à un moment donné, imaginez que quelqu'un qui a pris votre PDA, il veut l'utiliser, automatiquement, dès qu'il accède à, par exemple, il veut voir les contacts. Dès qu'il essaie de voir les contacts, c'est la fenêtre d'authentification qui va s'ouvrir. On va lui donner la chance de répondre à ces questions au bout de 3 tentatives. S'il ne répond pas ou il répond d'une manière erronée, ce qui se passe, le système en entier va être verrouillé et donc automatiquement, il ne pourra plus utiliser votre système. Et donc ça, c'était le moyen qui permet effectivement de protéger le système en utilisant ce mécanisme de modules d'accès aux fichiers qui sont dits sensibles. Alors, ça c'était pour le filtrage. Et donc, avec tous les autres modules qui vont avec, vous avez l'article qui est sur mon site web kaderberkhel.jindo.com. Vous allez trouver l'article en entier avec tous les détails. Donc ça, c'était pour voir et essayer de vous résumer l'essentiel de, je dirais, de l'IDS tel qu'il a été formulé. Donc, ce qu'on a pu mettre en œuvre, c'est un IDS qui permet une supervision efficace. Alors, ce qu'on a fait dans l'IDS, on a utilisé aussi, à vrai dire, les deux méthodes. On a utilisé la méthode d'analyse qui est basée signature. Donc, on a mis la base des signatures des virus et autres, etc. Et donc, ce qui nous permet de vérifier à un moment donné s'il y a un virus qui a attaqué le système ou pas. Et on a mis aussi dans une deuxième approche qui consiste à réaliser, je dirais, une approche comportementale. Alors, pourquoi qu'on a choisi l'approche comportementale? Mais tout simplement, le PDA, c'est un peu comme le smartphone. C'est un objet personnel. C'est-à-dire, la tendance, c'est quoi? C'est le propriétaire qui l'utilise en permanence. Et donc, le propriétaire qui l'utilise en permanence, ça nous permet au fur et à mesure de constituer son profil utilisateur. On sait qu'est-ce qu'il utilise en général comme application, on sait qu'est-ce qu'il utilise comme site web, comme serveur de messagerie, etc., etc. Donc, on arrive à constituer son, je dirais, son profil personnel. Et à un moment donné, quand il y a l'utilisation du PDA, si on voit que le comportement dévie un peu selon une certaine marge qui est fixée par la configuration du système, on va déclarer qu'il y a une intrusion. Alors là, j'ouvre une parenthèse, et ça c'est valable pour tous les systèmes de détection d'intrusion. Il y a un concept qu'on appelle les faux positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déclarez une alerte, mais réellement, il n'y a pas d'intrusion. C'est le système qui a estimé qu'il y a une alerte, mais réellement, il n'y a pas une alerte. Pourquoi? Parce que un des grands problèmes qui se pose, et d'ailleurs qui est toujours en recherche actuellement, on continue de faire des recherches et beaucoup d'équipes font des recherches sur ce sujet-là, qui est la modélisation du comportement et l'écart du comportement.
Alors, le problème qui se pose, c'est un problème qui vient de la nature elle-même. Si je vous dis, à un moment donné, c'est le système, il doit s'adapter au comportement. Pourquoi? Parce que le comportement, c'est pas quelque chose de statique. Puisque rappelez-vous, on a dit ça fait partie de, je dirais, de la vie réelle. Je vous renvoie à l'exemple de tout à l'heure, quand j'ai parlé de la maman. Alors, si vous essayez de vous remémoriser un peu le comportement de votre maman vis-à-vis de vous, c'est que elle a eu à un moment donné un profil de votre comportement. Ce profil, il se constitue et elle arrive à le maîtriser. Si vous êtes vraiment, je dirais, attentif et vous êtes vraiment une personne qui observe les détails, vous allez voir que votre maman, dès que vous êtes passé du lycée vers l'université, elle a perdu un peu le contrôle. Donc pourquoi? Parce qu'à l'université, vous avez changé de comportement. Maintenant, je dirais, vous n'avez pas les mêmes conditions, les mêmes contraintes. Au lycée, peut-être, vous allez au lycée qui se trouve juste à côté dans le quartier. À l'université, en général, pour beaucoup de gens, ils doivent prendre le bus ou prendre le train, etc., pour pouvoir se déplacer. D'habitude, au lycée, à midi, vous rentrez à la maison, vous mangez à la maison et ensuite vous allez repartir. Ce qui n'est pas le cas de l'université. Vous allez partir le matin, vous ne revenez que le soir. Et donc, votre comportement a changé. Alors, la maman, c'est vrai qu'à un moment donné, vu qu'elle a perdu un peu, je dirais, le fil, parce que votre comportement a changé, on va dire, votre maman, elle ne va pas déclarer dès le départ que vous avez changé. Si vous avez remarqué, elle va passer pendant un certain temps en train de vous poser des questions en disant oui, tu prends le train, tu fais combien de temps pour arriver à l'université? Quand tu sors, quel est le train que tu prends et combien tu fais? À midi, où est-ce que tu manges et comment tu arrives à manger, etc. Quel est ton emploi du temps? Et ainsi de suite. Elle te pose un ensemble de questions. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que ton comportement a changé. Et du coup, elle ne peut pas dire que euh, c'est pas toi son fils, tu es toujours son fils, sauf que ton comportement a dévié. Et ça, c'est la réalité. C'est que vous-même, si vous essayez de voir, faites une rétrospective, essayez de voir votre comportement quand vous étiez à l'école, quand vous étiez au collège, quand vous êtes en lycée, et maintenant vous êtes à l'université. Essayez de revoir vous-même votre comportement a nettement changé par rapport au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui sont naturels. Physiquement, vous avez changé. Vous n'êtes plus ce que vous étiez 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Donc, vous avez changé biologiquement, physiquement, vous avez changé. Automatiquement, le comportement change en fonction du contexte. Et donc, dans les IDS, c'est le même problème qui est posé. C'est qu'à un moment donné, on peut avoir un changement de comportement de l'utilisateur. D'habitude, il utilisait un certain, par exemple, serveur de messagerie. Par la suite, pour des contraintes, je dirais, qui sont fixées par des providers de services, vous aviez un compte Yahoo, par exemple, ou un compte hotmail.com, etc. Pour des besoins, je dirais, d'usage d'Internet, Google qui impose aux gens d'avoir des comptes Gmail pour avoir des services particuliers. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir un nouveau compte de Gmail, ce qui vous permet d'accéder à l'espace Drive de Gmail ou bien d'accéder à Google Forms ou Google Sheets, etc., etc. Donc, tous les services qui sont fournis par Google. Et donc là, ça veut dire que dans votre profil, il n'y a plus un seul serveur de messagerie, il va y avoir d'autres serveurs de messagerie. Euh, pour des raisons de travail, au départ, vous mettiez moins de temps de navigation sur Internet. Maintenant, vous allez mettre plus de temps de navigation sur Internet. Pourquoi? Parce que vous avez des devoirs, vous avez des examens, vous avez des cours à consulter, donc vous passez plus de temps sur Internet pour consulter vos cours, etc. Et donc, ce changement fait que votre profil va changer.
Et donc, du coup, le système IDS, automatiquement, comme ce n'est pas une personne, c'est un automate qui réagit automatiquement. Il va déclarer que c'est une intrusion. Et donc, ça, c'est le cas où on appelle ça, c'est le faux positif. Et donc, le faux positif, c'est quoi? C'est qu'on déclare une intrusion, alors réellement, elle n'y est pas. Donc, je dirais que ce cas, il est moins grave que l'autre cas. Le faux négatif, c'est ça qui est très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une intrusion et que le système n'arrive pas à la déclarer. Et en général, les performances des systèmes d'intrusion sont calculées sur la base des faux positifs et des faux négatifs. Donc, si on arrive à réduire ces taux-là, ça veut dire qu'on a mis en œuvre un bon, je dirais, système de détection d'intrusion. Si les faux positifs et les faux négatifs sont élevés, ça veut dire que notre système il déclare n'importe quoi comme étant une intrusion et il oublie beaucoup d'intrusions réelles qu'il n'arrive pas à déclarer, et donc il est mauvais. Donc, sur ces bases-là qu'on arrive à évaluer un système de détection d'intrusion. Et comme vous voyez que c'est des choses qui ressemblent étrangement à ce qui se passe dans la vie réelle de tous les jours. Et donc, le système, il est assez complexe. Donc, beaucoup de travaux se font actuellement, particulièrement en intelligence artificielle, pour essayer de modéliser le comportement humain, de comprendre le comportement humain pour pouvoir développer ce système qui arrive à détecter un maximum d'intrusions au niveau réel. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre. Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.